Bonjour YouTube, long time no see, hein, comme on dit. Je vous ai lâchement abandonné après ma dernière vidéo qui date du mois de février, me semble-t-il, autour des livres du Moyen-Âge que je vous proposais de redécouvrir, vidéo qui avait pourtant bien marché. Je vous remercie pour l'accueil que vous aviez fait à cette vidéo qui me tenait vraiment à cœur. Mais écoutez, la vie a fait que j'ai fait une intermittence en 6 mois à la place d'1 an. Voilà, j'ai travaillé comme jamais de janvier jusqu'à mi-juillet pour pouvoir être tranquille la suite de mon année et j'espère que cela augure de belles choses pour YouTube. Léger teasing, mais il se pourrait que peut-être ce décor vienne à évoluer dans la suite de l'année. Peut-être est-ce l'une des dernières fois que vous le voyez. Vous pardonnerez à nouveau ma présence en dilettante sur YouTube, mais écoutez, on sait que c'est comme ça que ça marche depuis quelques années par ici. Et par ailleurs, si vous voulez soutenir mon travail, soutenir la chaîne, vous pouvez faire un don sur la plateforme Ko-fi. Voilà, vous pouvez m'offrir un petit chocolat chaud ou un petit thé glacé en terrasse. Ou vous pouvez vous abonner à Patreon, puisque tous les mois, je vous propose un vlog d'environ 1 heure sur le mois que je viens de vivre. Donc si vous voulez savoir tout ce qui s'est passé dans ma vie et pourquoi je n'ai pas pu être présente sur YouTube, je vous laisse aller en barre d'infos et aller voir, zioter sur Patreon. Il y a plein de choses, vous ne vous ennuierez pas. Si vous manquiez de moi, allez là-bas, je vous jure que vous en avez pour tout votre été. Cela fait à présent 6 étés que je vous promets un épisode du podcast. Car oui, cette vidéo aurait dû à la base être un épisode du podcast. Mais en fait, lorsque j'ai eu l'idée de cette vidéo à l'été 2020, il se trouvait que j'avais un petit corpus. Et puis les étés ont passé et il y avait toujours de plus en plus de livres à lire et à découvrir pour le corpus de cette vidéo, enfin de ce podcast, pour pouvoir y réfléchir. Et au fur et à mesure des années, j'avoue, je me suis laissée déborder. Parce qu'en tant que grande précurseuse, féminisons le mot précurseur, en tant que grande précurseuse des tendances littéraires du monde éditorial, j'avais senti venir la mode des réécritures mythologiques d'un point de vue féminin et surtout féministe. Ça s'est posé. En toute modestie et humilité, continuons. Oh, j'ai des poils de chien dans l'œil, j'en peux plus. Pour vous faire correctement la genèse de cette vidéo, en 2019, en août 2019 précisément, je lis Circé de Madeline Miller. Si vous voulez avoir mon avis en détail, je vous en ai parlé dans la vidéo sur les 10 livres qui ont marqué mes 10 ans sur Booktube, voilà, mon top 10 sur Booktube. À la suite de Circé, j'ai lu d'autres récits qui s'intéressaient à la mythologie, écrits par des femmes, reprenant des héroïnes mythiques. Et en fait, je me suis dit, mais ce serait trop intéressant de faire un podcast sur les femmes mythiques sous le prisme du 21e siècle, de la fin du 20e, début 21e siècle. Mais le souci, c'est que les productions littéraires autour des figures féminines de la mythologie ont explosé ces dernières années. Et lorsque je me suis dit, allez, cet été, c'est fini, on fait cet épisode de podcast, en fait, eh bien, j'ai des livres que j'ai lus il y a 6 ans. 7 pour le Circé de Madeline Miller. Donc c'était plus très frais dans ma mémoire et comme les épisodes du podcast, je veux vraiment vous faire quelque chose de qualitatif et au plus proche des textes dans une analyse littéraire tout de même assez poussée. Je trouvais que c'était pas possible pour moi de le faire correctement. Donc j'ai préféré vous en faire une vidéo puisque ça tombe bien, il y a un petit film, un petit budget avec des acteurs peu connus qui viennent de sortir au cinéma. Je parle bien sûr de la revisite de l'Odyssée par monsieur Christopher Nolan. Et je me suis dit que l'algorithme serait content si je proposais une vidéo autour de 20 réécritures féministes de la mythologie gréco-romaine. Spoiler alerte, il n'y aura pas 20 livres. Pas vraiment, il y en aura un peu moins. Écoutez, YouTube aime bien les chiffres ronds. Je suis plus près du nombre 20 que du nombre 10. Donc voilà, on va arrondir. À l'heure où je vous parle, je n'ai pas encore vu le film L'Odyssée. Donc si vous voulez une analyse cinématographique, ce ne sera pas pour tout de suite. Et on ne va pas parler exclusivement de l'Odyssée dans cette vidéo, puisqu'on va aborder des grands pans de la mythologie gréco plus romaine, puisque j'ai un ouvrage
à vous présenter. Je suis une fada de mythologie grecque. Ça a été une de mes grosses marottes lorsque j'étais enfant parce que ma maman était professeure de lettres modernes. Et oui, elle est toujours. Et lorsque j'étais petite, je voyais ma mère préparer ses cours sur les récits fondateurs, l'Odyssée, la mythologie. Elle faisait aussi remplir à ses élèves, il y avait des dessins des dieux avec leurs attributs, il fallait que les élèves retrouvent les noms en dessous. Et ça m'avait fascinée. Allez savoir pourquoi. Et ensuite, dans la cour de récré, j'étais Athéna. Voilà, rien que ça. Pas Aphrodite, pas Artémis, non. J'étais Athéna, voilà. Et puis, je suis de la génération qui a connu la sortie du film 3 en 2005. Je ne dirai rien de plus sur le film 3. Au bac théâtre, j'avais Agamemnon d'Échille dans la traduction d'Ariane Mnouchkine. Et comme je suis comédienne et que j'ai été formée au conservatoire, eh bien forcément les réécritures mythologiques par les grands dramaturges, que ce soit les classiques ou les plus contemporains, voilà, j'y ai goûté. Plus qu'il n'en faut. J'espère à travers cette vidéo pouvoir vous parler avec le cœur et avec la tête aussi un petit peu, parce que tout de même c'est important, de ces réécritures et en fait de comment, pourquoi aborder les figures de la mythologie gréco-latine d'un point de vue féministe. Ce que ça dit de notre époque aujourd'hui, ce que ça a dit aussi à la fin du XXe siècle, pourquoi ça fonctionne, pourquoi ça a fait un boom dans l'édition. Ce qui fait que je commence en fait cette vidéo en vous présentant des essais et un article. Si vous voulez pousser votre réflexion plus loin, ce qui personnellement m'a aidé dans mon rapport à ces réécritures et qui me permet de les lire avec un angle analytique voilà, qui en tout cas m'aide à me nourrir. Pour pouvoir dire qu'un livre est une réécriture féministe d'un épisode de la mythologie, il faut que ce livre fasse la part belle aux femmes, déjà aux héroïnes, que ce soit les déesses ou bien les mortels ou les nymphes ou tout ce que vous voulez. Et il faut aussi que ce livre fasse la part belle aux émotions, aux sentiments du héros. Voilà, parce qu'on a souvent tendance à voir Achille, Ulysse comme ces monstres sacrés de testostérone, de colère pour Achille et de ruse pour Ulysse. Et en fait, dans une réécriture d'un point de vue féministe, on voit que les sentiments du héros sont explorés. Un héros masculin de la mythologie, ce n'est pas que du muscle et de la colère, ce sont aussi des larmes. Achille pleure énormément dans l'Iliade. Et ces réécritures féministes là que je vais vous présenter, elles parlent à la fois du rôle féminin qui est revalorisé, revu, pensé, souvent avec une héroïne qui est le personnage central et qui s'exprime à la première personne, mais ça parle aussi des héros masculins, que ce soit Jason, que ce soit Orphée, que ce soit Ulysse, et ça parle de leurs émois, de leurs émotions, et pas uniquement de leur colère et de leur force, ça parle aussi de leur faiblesse et de leur humanité, et je crois que c'est ce qui est important pour pouvoir définir une réécriture en tant que réécriture féministe. Notre époque connaît un renouvellement féminin, féministe, alléluia, Dieu merci, et c'est normal que cela se retrouve dans nos réécritures puisque les mythes comme les contes, ça a toujours été retravaillé. Depuis l'Antiquité, ça a été retravaillé. Ovide, qui est un auteur latin, retravaille les mythes grecs. Racine, qui est un auteur français du XVIIe, retravaille les figures aussi mythologiques, etc., etc. C'est de tout temps on a retravaillé les mythes, et aujourd'hui, notre société évoluant, il y a des personnes qui prennent la parole, et ces personnes nous proposent aujourd'hui des réécritures et un point de vue différent sur toutes les femmes et les hommes de nos mythes. Et elles nous présentent un point de vue différent qui parle de notre société d'aujourd'hui, qui parle de notre monde en évolution et qui se réapproprie ces textes-là pour pouvoir proposer de nouveaux récits fondateur, et c'est hyper important que cela existe et c'est hyper important qu'on s'y intéresse parce que cela dit des choses de notre monde et cela va aider les pensées à évoluer. C'est très important de ne pas délaisser nos récits fondateurs, de ne pas les oublier, de ne pas se dire ouais, ça appartient au passé, ça appartient à un public de dominants et donc on s'en fiche, on recrée autre chose. Je trouve qu'il y a beaucoup de, d'expérimentations qui sont hyper intéressantes, de prise d'initiative aussi dans les textes que je vais vous présenter, qui nous permettent en fait de décaler notre regard, et moi c'est quelque chose que j'aime bien faire, c'est faire un petit pas de côté.
Et par rapport à cette réflexion, je me permets de vous présenter un livre qui est dans ma palle, que je n'ai pas encore lu, mais qui a l'air fascinant. J'avais vu un post Instagram en parler. C'est « Et si les œuvres changeaient d'auteur » par monsieur Pierre Bayard. Ici, il est aux éditions de Minuit. C'est un livre qui imagine nos grands classiques, mais écrits par quelqu'un d'autre que leurs auteurs. Et le premier chapitre de ce livre s'intéresse notamment à l'Odyssée, en imaginant qu'il n'a pas été écrit par un homme grec, mais par une écrivaine grecque. Et je trouve le procédé formidable de se dire « et si Homère n'était pas un homme, mais avait été une femme ?» Et en fait, juste ce « et si là », ce petit pas de côté, ce petit soupçon d'imaginaire, de prise de recul nous permet de réimaginer toute la société autrement. Ne l'ayant pas encore lu, je ne vais pas vous parler de cet essai, mais tout de même, je pense que celui-ci va venir nourrir ma réflexion autour des réécritures mythologiques d'un point de vue féminin-féministe. C'est vraiment trop long comme titre, j'aurais dû faire plus court. Il y a un article de revue que j'ai à vous recommander parce qu'il est passionnant. Il s'intéresse à 3 ouvrages qui sont présents dans cette sélection. C'est des réécritures féministes d'épopées antiques pour diffuser le renouvellement historiographique, Lavinia, Circé et le silence des vaincus. Ça a été écrit par Maureen Attali et vous pouvez le trouver sur le site Cairn. Je ne sais toujours pas comment ça se prononce. Vous pouvez l'acheter pour 5 €, ce que j'ai fait et franchement je ne suis pas déçue. C'est si j'avais fait un épisode de podcast, j'aurais pas fait mieux que ce qu'elle a écrit, vraiment pas du tout. Donc vraiment allez-y, ça vous expliquera les points de vue féminins, là où ça se situe dans le monde éditorial, dans la réflexion, les autrices qui ont réécrit des mythes avant, enfin voilà, vraiment cet article-là, c'est le best-seller de cette vidéo. Maintenant je vous présente les 4 essais qui sont selon moi à découvrir lorsqu'on s'intéresse au sujet des réécritures mythologiques d'un point de vue féministe. On commence tout d'abord par Brouillon pour une encyclopédie féministe des mythes. C'est par un collectif. J'ai énormément apprécié l'introduction de ce brouillon pour une encyclopédie féministe. Je vous laisse écouter, il y a un épisode de podcast France Culture où l'une des autrices parle de leur projet, de pourquoi, comment, d'où c'est né, les clins d'œil à Monique Wittig, tout ça. Dans l'introduction de cet essai, il est dit « Contre les conceptions essentialisante du mythe, qui l'assimile à une forme de pensée primitive et figée transmise en héritage, notre démarche s'inscrit dans celle de la mythopoétique, qui consiste à historiciser et analyser les mythes à travers leurs variations, leurs réinventions et leurs reconfigurations. Les mythes ne sont pas donnés comme tels, ils se fabriquent et sont perpétuellement reconfigurés dans leur élaboration et dans leur réception par les œuvres littéraires et artistiques qui en réactualisent chacune le sens et la portée. Ils peuvent aussi bien se rapporter à des récits et des figures anciennes qu'à des créations fictionnelles beaucoup plus récentes. Et c'est ce qu'elles font dans leur ouvrage et c'est exactement ce que moi j'essaie de faire dans cette vidéo aussi, à une moindre échelle. En fait, dans cette encyclopédie, ça commence à Z et ça va vers le A, c'est inversé. Ici, chaque personnage des mythes, donc ça va au-delà de la mythologie gréco-romaine. Il y a Mélusine par exemple qui est présente, il y a une artiste qui s'est intéressée à ce personnage et qui soit a fait une création plastique, visuelle, ou un poème, ou a réécrit voilà, un paragraphe, une petite nouvelle, quelque chose autour d'un personnage pour lui donner une voix et un angle d'approche féministe. C'est à découvrir, mais c'est peut-être un peu de niche et personnellement, quand on est attaché au texte, aux belles plumes, aux beaux mots, enfin voilà, moi j'y ai pas 100% trouvé mon compte dans ce brouillon pour une encyclopédie féministe des mythes, mais l'initiative est tellement belle qu'il faut le saluer et qu'il faut la soutenir. Après, moi j'ai adoré cet essai-là publié chez Stock par Laure de Chantal, Libre comme une déesse grecque. Dans la mythologie, le meilleur de l'homme est une femme. Ça nous parle de toutes les déesses grecques et en fait c'est passionnant. Et pas que les déesses grecques, mais en tout cas les grands personnages de la mythologie. Ça se découpe en plusieurs entrées et on a les créatrices, les guerrières, les savantes, les battantes, celles qui disent oui, celles qui disent non, et les reines. Donc c'est vraiment passionnant. Chaque entrée de personnage vous permet de voir le mythe d'un point de vue différent, en apprenant des choses, avec notamment aussi toutes les versions des mythes, enfin pas toutes les versions mais nombre des versions qui sont citées et qui nous apportent un éclairage nouveau sur ces personnages féminins de la mythologie. Je crois qu'au niveau des essais, c'est mon préféré. Et comme cette vidéo voit le jour grâce à la sortie de l'Odyssée
en film, je vous parle de 2 ouvrages qui parlent des femmes de l'Odyssée. On a le premier, c'est Muriel Tzak, je sais pas comment ça se prononce, elle est aussi dans le podcast France Culture que je vous mets en barre d'infos si vous voulez aller plus loin. Elle a écrit l'Odyssée des femmes chez l'Iconoclaste. Alors elle ne parle pas que des femmes de l'Odyssée puisqu'il y a Médée qui apparaît. En fait, chacune des héroïnes de la mythologie a un texte qui lui est dédié et qui nous permet de la repenser, de la revisiter. Cette autrice a notamment écrit les feuilletons mythologiques, voilà, le feuilleton d'Hermès par exemple, et en fait son point de départ c'est de dire qu'en dédicace il y avait beaucoup d'hommes qui venaient la voir et pas beaucoup de femmes, et qu'elle s'est dit bah tiens c'est bizarre parce que moi je suis une femme, j'aime la mythologie, il y a énormément de femmes dans la mythologie, et elle s'est permis un regard différent. Alors dans cet essai c'est aussi narré. Voilà, il y a aussi, elle se permet d'inventer des dialogues entre les personnages dans une langue qui est parfois plutôt moderne. Ça plaît pas, mais en tout cas, moi j'ai aimé pouvoir découvrir les héroïnes de son point de vue. Et l'autre ouvrage qui est vraiment très très beau parce qu'il mélange texte, réflexion et reproduction des œuvres, que ce soit de la peinture, des vases, enfin de la sculpture, voilà, qui parle des personnages féminins antiques. C'est Les femmes de l'Odyssée, des libertés féminines durant la haute antiquité par Alexandre Hurel, et c'est paru chez Le Temps des Femmes. Cette vidéo va être beaucoup trop longue, donc je ne peux pas m'arrêter sur chacun des ouvrages trop en détail, j'en suis bien désolée. À présent, parlons littérature, et on va commencer par de la poésie avec La Couronne et la Lyre, anthologie de la poésie grecque ancienne par Marguerite Yourcenar, qui est la première autrice à avoir été admise à l'Académie française. Je vais vous lire un petit morceau de la préface, comme ça vous donnera l'idée de pourquoi ce recueil de poèmes. J'ai pensé plutôt au lecteur ayant su un peu de grec mais l'ayant oublié ou n'en sachant pas, et peut tenter de lire en traduction les 5 volumes de l'anthologie palatine ou les 18 pièces qui nous restent d'Euripide, mais curieux néanmoins de cette poésie d'une autre époque et d'un autre monde, curieux aussi de ce qui a changé ou n'a pas changé entre-temps dans la sensibilité humaine, et intéressé par cet effort de transvaser un poème grec antique en un poème français qui soit le plus possible un poème. On est quand même ici dans une anthologie, plutôt dans une traduction de la part de Marguerite Yourcenar, mais qui dit traduction dit aussi réinterprétation, et c'est pour ça que je me permets de glisser ce recueil-là dans ce corpus. Voilà, je n'en dis pas plus parce que je sais que les recueils, ça n'a pas forcément bonne presse sur Booktube, mais tout de même, pour mes aficionados, voilà, je vous le glisse par ici. Alors je vais faire par épopée, et je vais commencer par l'Iliade, par la guerre de Troie. Et à chaque fois, je vous ai fait un petit classement. Dans la catégorie la guerre de Troie, le livre que j'ai le moins apprécié, c'est Le silence des vaincus de Pat Barker. J'ai détesté ce livre. Pourtant, tout le monde l'a adoré. Il fait partie des livres. Il a été en finale du sélection du Women's Prize. Les droits de ce livre ont été achetés par la BBC. Enfin, vraiment, Pat, elle a écrit un best-seller, mais moi, j'y étais complètement insensible. Ce livre est paru en 2018, la même année que Le Circé de Madeline Miller, donc, et ça nous parle de Briséis qui va devenir la captive d'Achille durant la guerre de Troie. On veut nous donner un point de vue féminin et féministe sur cette captive, sur les femmes qui sont sous sa responsabilité, puisqu'elle devient reine dans Briséis et reine dans ce récit, dans cette réadaptation, mais j'ai pas du tout aimé. Voilà. La langue, je l'ai pas aimée, pourtant c'est la première personne, et d'habitude j'aime plutôt bien la première personne, mais là vraiment ça l'a pas du tout fait. Première partie 1. Le grand Achille, le brillant Achille, le bouillant Achille, le divin Achille. Comme les épithètes s'accumulent, nous ne l'appelions jamais par aucun de ces noms, nous l'appelions le boucher, agile au pied léger, voilà qui est plus intéressant. Plus que par son éclat ou sa grandeur, il se définissait par sa rapidité. On raconte qu'il avait un jour pourchassé le dieu Apollon à travers les plaines de Troie. Finalement acculé, Apollon aurait dit « Tu ne peux pas me tuer, je suis immortel ». À quoi Achille aurait répliqué « En effet, mais nous savons tous les deux que si tu n'étais pas immortel, tu serais mort ». On augmente le niveau avec Troie ou la trahison des dieux de Marion Zimmer Bradley, qui a été publié celui-ci en 87 tout de même. Je refais mon petit laïus, mon petit trigger warning sur Marion Zimmer Bradley, qui est une autrice problématique. Donc à chaque fois que lorsque je parle de ces ouvrages, j'y vais avec des pincettes, mais sachant que
ses droits d'autrice reviennent aujourd'hui à sa fille qui a été victime de Marion Zimmer Bradley. Voilà, c'est un cas un peu étrange dans la littérature, le cas Bradley, mais je ne prends pas plus la parole sur l'autrice en elle-même, mais je vous parle de son récit autour de la figure de Cassandre. Et personnellement, moi, Cassandre, c'est ma figure préférée de la guerre de Troie. C'est cette fille de Priam et d'Hécube, la sœur d'Hector et de Paris, qui a été maudite par Apollon et qui a des visions, mais malheureusement pour elle, personne ne la croit et elle voit la chute de Troie arriver et elle ne peut prévenir personne et elle sait ce qu'il va se produire et c'est une figure vraiment qui me... J'aimerais un jour pouvoir travailler cette figure-là. Je préfère la façon dont la chute de Troie est décrite dans cet ouvrage plutôt que dans Le silence des vaincus. Je préfère la narration de Marion Zimmer Bradley, je préfère le personnage de Cassandre, de toute façon le personnage de Briseis. Prologue. La pluie tout au long du jour n'avait cessé de tomber en lourdes averses entrecoupées de crachins. Les femmes avaient rentré leurs rouets pour les installer près de l'âtre et les enfants s'étaient réfugiés dans la galerie couverte qui longeait la cour. Au gré des accalmies, il s'élançait dehors pour patauger dans les flaques qui noyaient çà et là le carrelage de briques et regagnait ensuite la salle à grand renfort de cris et de piétinements. Il souillait aussi le sol de boue et exaspérait la doyenne des femmes supportant de plus en plus mal le cliquetis incessant des épées de bois mêlées aux hurlements des blessés et des morts. Le crépuscule venu, la pluie qui s'obstinait à dégouliner dans la cheminée rendant impossible la préparation du dîner, les femmes installèrent des braseros pour faire cuire le pain et la viande, entourées bientôt par toute la marmaille fatiguée par les jeux et attirées par les odeurs appétissantes comme des chiots affamés. Qui dit personnage de Cassandre dit le fameux roman Cassandre de Christa Wolf, qui est une autrice allemande. Christa Wolf, c'est une des pionnières dans la réécriture des mythes d'un point de vue féminin et féministe. Ce livre-là date de 1983. Il a cette écriture allemande 20e siècle, je ne saurais pas comment la définir, mais ça se sent qu'on est post-Seconde Guerre mondiale avec une Allemagne déchirée en deux. Christa Wolf, elle nous parle de son parti pris, de son initiative, ça se déroule en plusieurs conférences, on suit son voyage en Grèce sur pourquoi Cassandre, etc. Et ça nous parle à la fois de l'autrice et du personnage, et moi personnellement c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié, auquel j'étais très sensible dans ce récit. Mesdames et messieurs, cette entreprise s'appelle Conférence de poétique, mais autant vous le dire tout de suite, je n'ai pas de poétique à vous proposer. Il m'a suffi d'un seul coup d'œil jeté dans le dictionnaire de l'Antiquité pour confirmer ce que je soupçonnais, je n'en possède pas. Poétique, enseignement de l'art poétique qui, dans son stade avancé, Aristote, Horace, prend une forme systématique et dont les normes, depuis la période humaniste, ont acquis une valeur de règle dans de nombreux pays. Cette définition m'apprend également que la voie conduisante à de nouvelles positions esthétiques passe par la remise en question de ces normes, entre parenthèses, Brecht. Mais avant tout, je veux vous inviter à me suivre dans un voyage au sens propre comme au sens figuré. Au cours des 2 dernières années, j'ai suivi la trace d'un mot-clé, Cassandre, et l'envie me vint, elle me passa entre-temps puis ressurgit, d'ébaucher pour cette fois le tracé des chemins sur lesquels ce mot m'entraînait. Beaucoup de choses, la plupart peut-être et les plus importantes demeurent non dites, non sues aussi sans doute, et le tissu, qui du reste au cas où je posséderais une poétique serait au centre de celle-ci comme une forme esthétique, le tissu que je vais à présent dérouler devant vous présente des imperfections. On ne peut l'embrasser d'un seul coup d'œil, certains de ses motifs ne sont pas achevés, certains de ses fils sont emmêlés. J'aime beaucoup en plus que ça parle du tissu, tout ça. Très très bonne idée, Christa Wolf. Et le dernier ouvrage que je vous présente autour de la guerre de Troie, et là on va du côté des Atrides, c'est Maison des rumeurs de Colm Tóibín. C'est gaélique, c'est un auteur irlandais, donc je suis sûre que je l'ai mal prononcé, désolée. Si vous parlez le gaélique, corrigez-moi en commentaire. Et ici ça parle des Atrides, donc d'Agamemnon, de sa femme Clytemnestre, de leur fille Iphigénie, de leur autre fille Électre, de leur fils... Oreste, moi j'allais dire Octave mais pas du tout. Il a été publié en 2017 celui-ci et écoutez c'est mon gros coup de cœur. Je suis fascinée par la figure sacrificielle d'Iphigénie qui est la fille d'Agamemnon et de Clytemnestre. Les dieux demandent à Agamemnon de faire le sacrifice de sa fille pour que les vents soient favorables et pour que les Grecs puissent aller à Troie avec leur bateau. Et c'est le sacrifice qui va conduire à la mort, à la fracture dans cette famille. Et que ce soit, et ici on s'intéresse au point de vue de la mère, au point de vue de la sœur, du frère, écoutez c'est bouleversant et voilà, moi personnellement c'est une écriture qui m'a énormément touchée et c'est mon petit chouchou de cette sélection autour de la guerre de Troie. Clytemnestre. L'odeur de la mort m'est devenue familière, l'odeur écœurante, douceâtre qui entrait par bouffées dans les pièces de ce palais au gré du vent. Il m'est facile maintenant d'être sereine. Je passe la matinée à observer le ciel et la lumière changeante.
Le chant des oiseaux monte peu à peu tandis que le monde s'emplit de ses propres plaisirs, puis quand le jour décroît, le bruit décroît lui aussi et s'évanouit. J'observe les ombres qui s'étirent. J'ai oublié tant de choses. Cependant l'odeur de la mort s'attarde. Elle m'est peut-être entrée dans le corps, accueillie là comme une vieille amie venue en visite. L'odeur de la mort, de la peur, de la panique. Elle est présente de la même manière que l'air. Elle revient comme revient la lumière du matin. Elle est ma compagne de chaque instant. Après l'Iliade vient l'Odyssée. Je vous présente 2 réécritures, les 2 plus fameuses réécritures. La première qui date de 2005, c'est l'Odyssée de Pénélope de Margaret Atwood, l'autrice de La Servante écarlate. J'ai adoré, c'est vraiment très très court, c'est du point de vue de Pénélope et de ses servantes au palais. Lorsqu'il y a les prétendants, ça nous permet de voir Ulysse sous un autre jour et pas seulement du point de vue du héros, et ça nous permet de voir Pénélope, ce contre quoi elle a lutté, ce pourquoi elle s'est battue elle aussi de son côté pour Ithaque, pour son royaume, et aussi du point de vue de ses servantes, ça donne une voix à ces personnages qui sont oubliés dans l'Odyssée et qui ont un triste sort. Vraiment, il est court. Si vous devez en retenir un, je crois peut-être c'est celui-ci parce que c'est un grand classique et avec l'Odyssée en ce moment, voilà. Prenons un peu, comment dire, le témoignage de Pénélope pour comprendre ce qu'elle a vécu durant les 20 ans d'absence de son époux. 1. Un art sans noblesse. Maintenant que je suis morte, je sais tout. Ce désir, à l'instar de tant de mes vœux, est demeuré lettre morte. Mes connaissances se sont enrichies de quelques pseudo-faits, voilà tout. Prix beaucoup trop élevé, il va sans dire, pour la satisfaction de ma curiosité. Depuis que je suis morte, depuis en somme que je suis dépouillée de mes os, de mes lèvres, de mes seins, j'ai découvert certaines choses que j'aurais préféré ignorer, comme il arrive à ceux qui écoutent aux fenêtres ou ouvrent les lettres destinées à d'autres. Vous aimeriez lire dans les esprits, dites-vous ? Pensez-y à 2 fois. Et après, nous avons le fameux finaliste de Women's Prize qui a été best-seller au New York Times, publié en 2018, le Circé de Madeline Miller. Je n'ai pas lu personnellement Le Chant d'Achille. Je vous en dis pas plus sur ce livre-ci parce que je me suis vraiment épanchée sur mon amour pour Circé dans ma vidéo top 10 de mes 10 livres favoris par rapport à mes 10 années sur Booktube. Donc je vous lis juste un petit extrait et on passe ensuite à autre chose. Chapitre 1. Quand je suis née, le mot désignant ce que j'étais n'existait pas. Ils m'appelèrent donc nymphe, présumant que je serais comme ma mère, mes tantes et mes milliers de cousines. Moindres que ceux des déesses mineures, nos pouvoirs étaient si modestes qu'ils garantissaient à peine nos éternités. Nous parlions aux poissons et soignions les fleurs, cajolions nuages et vagues pour en extraire les gouttes d'eau et de sel. Ce terme nymphe englobait notre futur en long et en large. Dans notre langue, il ne signifie pas uniquement déesse, mais aussi jeune mariée. Je termine avec Circé, j'enchaîne avec sa cousine Médée et 2 romans, un écrit par une autrice et un écrit par un auteur autour de la figure de la scandaleuse Médée. Il y a ce Médée de Christa Wolf publié en 1996 qui a été au programme de l'agrégation de lettres modernes en 2019 et 2020. Très très beau texte autour de Médée et de Jason et de leurs enfants et de la rage, de la colère de Médée et de sa vengeance. Il est cru, il est dur, il m'avait pareil marqué ce récit-là autour de la figure de Médée. Je crois d'ailleurs qu'il était, je vous l'avais proposé en lecture commune pour le Barocco Club. Nous prononçons un nom et comme les cloisons sont perméables, nous pénétrons dans son époque, rencontre souhaitée, sans hésiter, elle répond du fond des temps à notre regard. Infanticide ? Pour la première fois ce doute. Un haussement d'épaule moqueur, elle se détourne. Elle n'a plus besoin de notre doute, de nos efforts pour lui rendre justice, elle s'en va. Nous précédant, nous quittant, les questions ont perdu leur sens entre-temps. Nous l'avons mise sur le chemin. Elle vient à nous des profondeurs du temps. Nous laissons retomber, laissant défiler les époques qui, semble-t-il, ne nous parlent pas aussi clairement que la sienne. Un moment viendra, c'est sûr, où nous nous rencontrerons. Descendons-nous chez les anciens, nous rattrape-t-il ? Qu'importe, il suffit de tendre la main. Sans cérémonie, ils nous rejoignent, hôtes étranges, pareils à nous. Nous possédons la clé qui ouvre toutes les époques. Parfois nous l'utilisons sans vergogne, jetons un regard pressé par l'entrebâillement, avide de jugement rapide. Mais il devrait être également possible de nous approcher pas à pas, avec pudeur face au tabou, résolus à extorquer non sans peine aux morts leurs secrets. L'aveu de notre détresse, c'est par là que nous devrions commencer. Et il y a le fameux L'obscure clarté de l'air de David Vann, publié en 2017, et écoutez, je trouve que c'est l'une des plus belles réécritures de Médée. Il est beau, il est scandaleux, il s'intéresse à cette femme-là qui a tué son frère pour pouvoir partir avec l'homme qu'elle aimait, et Jason qui l'a trahi, qui la délaisse au fur et à mesure parce qu'elle est l'étrangère. Ça parle aussi de racisme, de tout ça, de l'étrangère, et voilà, le personnage de Médée de toute façon est un personnage fascinant, scandaleusement fascinant, et je trouve que
David Van lui rend justice et lui apporte un nouveau regard extrêmement sensible. Et voilà, moi j'ai été très touchée par ce qu'il a fait de cette héroïne. Son père, un visage doré dans la pénombre, apparaissant à la lueur des torches au-dessus de l'eau puis s'éclipsant à nouveau. Le visage du soleil, un descendant du soleil, trahison et rage, 4 plumés le long de son masque, une dispersion de lumière, une sorte de crinière. Son bouclier de maintes peaux tannées, une obscurité creuse. Sa lance grise, une ligne mince puis disparue. La voile au-dessus de lui gonflée comme la panse d'un bœuf, devenu aussi immense qu'un dieu, ses sabots évoluant dans l'eau sans émettre le moindre son. Rien ne l'arrêtera, Médée le sait. Il a trop perdu. Elle ne peut que le ralentir. Elle se baisse et saisit un morceau de son frère, un avant-bras puissant et étrangement doux, refroidissant déjà, et elle le laisse tomber à la mer, presque sans un bruit, englouti par les éclaboussures des rames. Elle l'a fait pour Jason, et elle en fera bien davantage, elle le sait. Son frère démembré à ses pieds. C'est ainsi que commence le monde. Là, je vous parle de mon plus gros coup de cœur de toute cette sélection. C'est une autrice francophone qui fait le pont là avec Jason et Médée, puisque Jason avait ses Argonautes, et dans les Argonautes, il y avait le personnage d'Orphée. Et on va s'intéresser à Orphée et Eurydice avec le livre Les larmes de l'asphodèle de Nora Lake. Nora est une amie à moi. Et d'ailleurs, petit bonus à cette vidéo, il y aura disponible dans le podcast une interview de Nora autour, voilà, on a discuté, papoté des réécritures grecques. Je vous encourage à lire ce roman, à découvrir la plume de Nora et à aller écouter cet épisode inédit du podcast. Mais en tout cas, dans Les larmes de l'asphodèle, Nora s'intéresse à la réécriture du mythe d'Orphée et Eurydice. Elle s'intéresse aussi à la réécriture du mythe de Perséphone et d'Hadès d'un point de vue tellement intéressant et tellement malin par rapport à tout ce qui a été fait entre Perséphone et Hadès. Je trouve que là, leur relation, elle est très très bien contée, elle est très très bien narrée. Ça parle d'Orphée, d'Eurydice, de pourquoi Orphée se retourne à la fin, d'amour au sens large, de pluralité amoureuse, de représentation également. C'est mon roman préféré personnellement de cette sélection, je vous l'ai dit, mais aussi de ce qu'a pu écrire Nora. Il a été publié en 2024 aux éditions Hurlevent, et j'espère qu'un jour Nora s'intéressera à un autre mythe et nous donnera son point de vue, sa version. Prologue. À une époque pas si lointaine, du temps où la colère de Zeus n'avait pas encore consumé la terre, 2 âmes s'aimaient. Elles s'aimèrent plus qu'Ariane et ma Thésée, plus que Paris et ma Hélène, plus qu'Ulysse et ma Pénélope. Leur amour dépassa même celui d'Apollon et Hyacinthe. Il n'existait aucune équivalence en ce monde. Le lien qui unissait Thalia, nymphe des eaux, et Hébé, fille de Zeus et Héra, était unique. Je parle de mon héroïne de la mythologie préférée, qui est Antigone. Alors, rien ne détrônera le Antigone d'Anouilh à mes yeux, mais tout de même ce roman Antigone de Henri Boschau. Je le prononce avec cet accent-là, voilà, c'est un auteur allemand, désolé. J'ai adoré ce roman. Parce qu'on s'intéresse vraiment à Antigone, ça la développe. Alors je crois qu'il y a un préquel qui s'intéresse à Oedipe lorsqu'il s'est fait crever les yeux et lorsqu'Antigone erre avec lui. Et dans ce récit, on s'intéresse à Antigone, à Créon, à son rapport à ses frères, à son rapport à sa famille. Ce roman, je ne le connaissais pas du tout, et pourtant, voilà, je connais beaucoup de réécritures d'Antigone. Et si vous aimez la figure d'Antigone, franchement, lisez ce roman, parce que cette langue du XXe siècle, à nouveau, dans ce... Je sais pas pourquoi les Allemands au XXe siècle se sont énormément intéressés aux mythes et aux héroïnes féminines, mais écoutez, je pense qu'il doit y avoir des thèses sur le sujet. Je n'ai pas fouillé l'internet pour avoir réponse à cette question, mais il y a quelque chose dans leur écriture qui fait que ça fonctionne, quoi. Ils donnent à voir le monde de leur point de vue avec ces héroïnes, et ça marche, ça match. Le Temple Rouge. Depuis la mort d'Oedipe, mes yeux et ma pensée sont orientés vers la mer, et c'est près d'elle que je me réfugie toujours. À l'ombre d'un rocher, j'écoute la rumeur du port et des hommes et les cris des oiseaux de mer. Je me souviens du jour où Jocaste m'a dit « N'oublie jamais, Antigone, que ton père est d'abord un marin ». C'est ce marin qui m'a emmené dans son vertigineux voyage jusqu'au lieu qui me faisait si peur, ce lieu qui, après 10 ans sur la route, est devenu Athènes, où je suis seule maintenant, en deuil sur le bord de la mer. Je contemple dans le ciel un oiseau qui a de grandes ailes, les grandes ailes d'Oedipe, de Jocaste et de Clio, quand il peint. Je ne suis pas ainsi. Je ne suis pas faite pour le grand ciel et les grandes pensées. Oedipe un jour s'est brusquement tourné vers moi et a dit « Tu n'as jamais été sur la mer, Antigone, et pourtant tu es un vrai marin. Sans voile, sans gouvernail, voici des années que tu navigues sans chavirer, dans mon aveuglement, mes vertiges, la folie de Clio et la mienne. Je retrouve en moi cet instant de bonheur sur la route invisible où nous ne cessions de nous perdre. » Un livre pour faire la transition entre mythologie grecque et mythologie romaine, parce qu'ici on a Sirène debout, Ovide réenchanté par Nina McLaughlin, publié chez La Volte. Et en fait, c'est
un ouvrage qui revisite les métamorphoses d'Ovide, mais d'un point de vue féministe et d'un point de vue moderne. Il y a par exemple, vous voyez, des conversations de ce style-là, comme si c'était des emails, et qui nous parlent donc de toutes les métamorphoses d'Ovide. Je rapprocherai ce livre-ci de cet ouvrage-là. Vous voyez, je trouve que les deux font la paire, et ce sont peut-être dans la forme les plus avant-gardistes, je dirais. Je ne sais pas quoi vous lire dans Sirène debout, parce que vraiment c'est très déroutant à découvrir, mais ça nous permet à nouveau d'aller au-delà même des réécritures d'un point de vue formel romanesque. Et ici, il y a plein de choses qui sont proposées, donc pour les plus avant-gardistes d'entre vous, tournez-vous vers Sirène debout, Ovide réenchanté. Ça commence par Daphné, donc je vais vous lire Daphné. Ouvre le placard, déplace la cannelle, déplace la muscade, pousse la coriandre, les gousses de cardamome, le cumin, le clou de girofle. Pousse le petit flacon sombre d'extrait de vanille, l'origan et le garam masala dont tu t'es servi 2 fois. Voilà. Un bocal rempli de feuilles entières de la taille de ton petit doigt. Je suis ces feuilles, elles sont miennes. Je fus le tout premier laurier et mon feuillage aromatise toujours tes sauces et tes ragoûts. Une fois séchés, je sens le thé, le sel et la viande coupée en tranches fines, le garde-manger de ta grand-mère avec son citron dans les coins, l'odeur vague de certains musées, toutes ces choses parfaites qu'on aura conservées. Ainsi me connais-tu, mais je n'ai pas toujours été ainsi. Quand j'étais jeune, sous une forme différente, je taisais ce que je comprenais, mais je comprenais tant. Et enfin, l'ultime ouvrage de cette sélection, c'est le fameux Lavinia de Ursula K. Le Guin, publié chez La Talente. Celui-ci date de 2008 et il a reçu le prix Locus du meilleur roman de fantasy. Lavinia, c'est un tout petit extrait dans l'Énéide de Virgile. Et ici, Ursula Le Guin s'intéresse à la figure de Lavinia, et elle l'a fait dialoguer avec Virgile. Et moi, j'adore ça. J'adore me dire que l'héroïne sort de son récit, va interroger l'auteur et lui dit « Mais pourquoi tu m'as écrite ainsi ?» Il y avait eu une conférence aux Imaginales il y a quelques années, je vous remettrai le lien en barre d'infos, peut-être qu'elle est disponible en audio sur le site d'ActuSF. La personne qui parlait de Lavinia parlait aussi de Boudica, et j'avais vraiment trouvé ça hyper pertinent, la manière dont ça avait été abordé. Le fait que l'héroïne dise en fait il y a ce qu'on sait de moi aujourd'hui, ce que l'auteur a fait de moi, mais il y a ce que j'étais vraiment, et il y a mon histoire et c'est moi qui vais vous la raconter à présent. Et j'adore ce parti pris d'écriture. Je sais qui j'étais, je peux vous dire qui j'aurais pu être, mais je ne suis à présent que dans la ligne de ces mots que j'écris. J'ignore quelle est au juste la nature de mon existence et je m'étonne d'écrire. Je parle latin bien sûr, mais ai-je jamais appris à l'écrire? Cela semble peu probable. Je suis certaine qu'une femme portant mon nom, Lavinia, a bien existé, mais elle a sans doute été si différente de l'idée que j'ai de moi, ou de l'idée que mon père a de moi, que penser à elle ne réussit qu'à me perturber. À ce que j'en sais, c'est mon poète qui m'a rendu réel. Avant qu'il écrive, j'étais une silhouette perdue dans la brume, guère plus qu'un nom dans une généalogie. C'est lui qui m'a donné la vie, qui m'a donné une identité et donc la capacité de me souvenir de ma vie, de mon identité, et mes souvenirs sont très nets, liés à de riches émotions qui s'imposent à moi alors que j'écris, peut-être parce que les événements dont je me souviens n'accèdent à l'existence que lorsque j'écris ou lorsqu'il les a écrits. Cette vidéo sur les femmes mythiques réinventées par la littérature du 20e et du 21e est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous n'êtes pas trop frustrés, mais je voulais vous donner avant tout un avant-goût de tous ces ouvrages-là. N'oubliez pas de me soutenir en commentant cette vidéo, en me disant quel ouvrage vous tente le plus ou quel est l'ouvrage que vous avez préféré dans cette sélection. N'hésitez pas à aller me soutenir sur Ko-fi ou sur Patreon et à écouter également l'épisode inédit du podcast où j'interroge Nora Lake. Je vous souhaite un très bel été, un très bon visionnage de l'Odyssée pour celles et ceux qui iront le voir, et écoutez, je vous dis à très bientôt pour une future vidéo, j'espère.